l'or. J'aimerais avoir votre avis un petit peu là-dessus. Damien, je sais pas si tu veux... Moi j'ai un avis très tranché, faut prendre ses profits aujourd'hui si on investit dessus. Et si jamais il veut bâtir son portefeuille lui-même, il faut voir ça comme une équipe de foot. Et le PSG d'aujourd'hui, alors il y a peut-être un peu moins de stars, mais ça joue ensemble. On enlève peut-être la France, on le pondère moins et on met peut-être un ETF stock 600 par exemple, où on a les 600 plus grandes capitalisations européennes. Et donc là on a des biais beaucoup moins prononcés que le CAC 40. On a une explosion des clouds sécurisés, on a une explosion des infrastructures pour les IA qui nécessitent de la cybersécurité aujourd'hui. Et donc pour moi, c'est l'investissement coffre-fort idéal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amaury Tonquédec, c'est Allo la Martingale. Soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. La France vient de perdre ses bijoux, son triple A et son ancien président. Bref, une semaine normale. Entre le braquage du Louvre façon Ocean Eleven, un ancien président qui découvre la vie en colocation surveillée et Fitch qui nous rappelle qu'on gère nos finances comme un ado avec une carte sans plafond. Il nous faut du positif et il nous faut des idées pour mieux gérer nos finances que l'État français. Et aujourd'hui, ça tombe bien puisqu'on va parler des meilleurs ETF du moment, ces fameux trackers que vous pouvez mettre par exemple dans votre PEA et qui peuvent être bien adaptés pour un particulier qui veut investir régulièrement et simplement sur les marchés financiers. Je le rappelle, vous nous laissez un message sur le WhatsApp de la Martingale, on est là pour ça. Vous cliquez sur notre Linktree qui est dans la description de tous nos réseaux sociaux, par exemple dans notre compte Instagram. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram ou alors écrivez-nous directement par SMS au 07 49 76 11 67. Que vous soyez investisseur débutant ou confirmé, on vous répondra. Il n'y a pas de mauvaises questions, alors n'hésitez plus. Plus vous nous mettez de contexte, mieux on pourra vous aider. Et comme d'habitude, on appelle les meilleurs experts pour vous répondre. Et on a une équipe de choc aujourd'hui puisqu'on a deux invités qui travaillent ensemble depuis, tenez-vous bien, 12 ans. Donc ils se connaissent bien, on va faire une super émission. Il est né en Alsace et fait partie d'une famille de financiers. Son grand-père, son père, son oncle, sa sœur. Mais au départ, il voulait faire de la politique avant que la finance ne le rattrape. Mais là, on l'a vu, la politique, ça peut être dangereux, Ronny. Amateur de sport de raquette, il nous revient fraîchement de Roland Garros. Alors ça, c'était plutôt la dernière fois quand il était venu il y a quelques semaines à l'époque de Roland Garros, mais en tout cas, il y retournera en 2026. Je suis retourné. Voilà, pour c'est le ça. padel. Ah, t'y retourné pour le panel, voilà. Et puis, fan de musique aussi. Il chante, il fait de la guitare, c'est un ambianceur. Appelez-le pour vos mariages ou séminaires. Il enseigne depuis près de 10 ans à l'ESCP dans le Master in Finance, le cours d'Asset Management. En 2017, il reprend les rênes de Galilée Asset Management et ça marche fort. C'est le pro de l'investissement thématique et c'est son deuxième passage dans Allo la Martingale, je le dirais. Salut Ronny Michali. Salut Amaury. On est ravis de te recevoir et donc tu es donc CEO de Galilée Asset Management et vous êtes deux de Galilée Asset Management aujourd'hui. Notre autre invité, il a commencé un master en sciences de gestion avant de plonger dans la gestion de patrimoine, histoire de découvrir que derrière les graphiques, il y a aussi de vraies émotions. En 2013, il rejoint Galilée Asset Management, recruté par Ronny qui est avec nous, avec qui il travaille depuis pour faire grandir la maison étape par étape, passé de gérant junior à directeur de la gestion en 2023. Il s'est spécialisé dans les marchés actions, le fameux stock picking et la multigestion. Pour lui, l'investissement, ce n'est pas un jeu. La performance vient du fondamental, pas du prochain coup. Donc on va être sérieux aujourd'hui, vous allez apprendre plein de choses. Et il garde même un carnet de golden rules pour ne pas répéter les erreurs des crises passées. On espère avoir le droit à quelques extraits aujourd'hui. Damien Léda, directeur de la gestion chez Galilée Asset Management, est avec nous. Salut Damien. Bonjour Amaury. Voilà, bon, je suis ravi de vous avoir tous les deux. Comme je l'ai dit aujourd'hui, la particularité, c'est que vous travaillez ensemble, et même depuis 12 ans. Donc vous êtes un duo de choc, vous êtes très complémentaires. Et on a plein de questions pour vous aujourd'hui. On va tout de suite se mettre dans le dur, parce que les auditeurs attendent des réponses cash, concrètes, plein de choses voilà, pour faire leurs courses, entre guillemets, juste après cette émission. Peut-être deux mots de Galilée Asset Management. Ronny, en haut, qu'est-ce que vous faites rapidement ? Alors très rapidement, Galilée Asset Management, on est une société de gestion et on va gérer des mandats principalement pour des clients qui nous sont apportés en général par des conseillers en gestion de patrimoine ou par des family office. Et donc ces mandats, ça peut être sur des comptes titres, sur des PEA, sur des contrats d'assurance vie français, luxembourgeois. Voilà, c'est notre activité principale et aussi accessoirement on gère des fonds et on commence aussi à se lancer dans nos propres trackers. Ok, bah écoute, très intéressant parce qu'aujourd'hui, justement, d'ailleurs, je propose qu'on commence par ça. Attendez, stop. Si vous écoutez Allo la Martingale, c'est que vous voulez commencer à investir ou alors mieux investir. Et c'est déjà super. Mais on le sait, trouver le bon partenaire qui va vous accompagner là-dedans, c'est pas évident. On compare, on demande des avis, et puis
on hésite. Alors le plus simple, c'est de faire ça avec quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Mon idée pour vous, mon partenaire, Amundi. Amundi fournit des produits d'investissement à plus de 100 millions de personnes dans 35 pays et sur les 5 continents. C'est le premier gérant d'actifs en France et en Europe, et c'est le seul acteur européen dans le top 10 mondial. Ils ont plus de 2200 milliards d'euros d'actifs sous gestion, ça fait 30 ans qu'ils sont sur les marchés, alors les crises, ils en ont traversé, ils savent les gérer. Autre avantage, la diversité de leurs solutions. Quel que soit votre objectif, vous en trouverez forcément une qui vous conviendra. Par exemple, pour préparer votre retraite. Gestion passive avec des ETF, gestion active, expertise immobilière et actifs réels type private equity ou dette privée, et même des fonds thématiques sur tout type de classe d'actifs. Amundi, c'est vraiment le partenaire de confiance. Pour rappel, investir implique des risques. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF et c'est le leader européen selon le classement du magazine IPE, magazine de référence dans la gestion d'actifs. Pour vous renseigner, rendez-vous sur amundi.fr. Allez, on retourne à vos questions. On a un nouveau chroniqueur dans cette émission qui s'appelle Jayan, que vous avez peut-être déjà entendu dans les émissions précédentes. Salut Jayan. Salut. Voilà, qui est notre ingénieur du son. Et Jayan avait une question pour nous aujourd'hui, justement, qui concernait cette fameuse gestion active ou passive. Jayan, je te laisse nous poser ta question. C'est ça, exactement. J'avais une question parce que sur les réseaux, je vois souvent des personnes qui me disent que je devrais plus investir en ETF tout seul plutôt que le déléguer à des gestionnaires parce qu'ils vont prendre des frais et du coup, c'est pas intéressant. Je voulais savoir, selon vous, c'était quoi la meilleure option? Et en plus de ça, j'ai entendu dire qu'il y avait de nouveaux ETF. Donc je voulais savoir, selon vous, entre les ETF actifs et passifs, quels étaient les plus intéressants et est-ce que je devrais justement compléter et faire un peu des deux? Merci à vous. Merci beaucoup, Jayan, pour ta question. Tu interviens quand tu veux si tu as besoin de compléments pour ta question. C'est vrai que c'est intéressant cette question parce qu'elle revient souvent. C'est un peu un débat en ce moment. Et voilà, ce que nous dit Jayan, c'est que est-ce qu'il faut gérer soi-même plutôt ses investissements ou alors est-ce qu'on a plutôt intérêt à confier la gestion par exemple à un acteur comme le vôtre où, je caricature, mais un petit peu la petite musique qu'on entend, c'est attendez, les ETF qui suivent des indices, y a très très peu de frais et des sociétés de gestion qui battent les indices, toutes ne le font pas. Elles n'ont pas forcément une performance qui est aussi bonne et elles prennent plus de frais. En gros, c'est ce qu'on entend. Vous, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire quand on est un particulier? Ronnie, peut-être pour commencer. Alors déjà, si tu veux investir sur les ETF tout seul, il faut avoir des outils quand même, un minimum d'outils. Quand on est particulier, qu'on ouvre une plateforme, n'importe laquelle, et qu'on se retrouve devant 600 ETF avec des noms. Alors, je sais pas, je peux te donner par exemple un exemple de nom. Tu as le iShares Swap S&P 500 ETF UCITS. Enfin, tu vois, c'est pas hyper mnémotechnique, quoi. Voilà, et tu te retrouves avec 600 ETF comme ça, où finalement il y a des préfixes, des suffixes, etc. que tu comprends pas forcément. C'est pas aisé, quoi. Donc il faut comprendre un petit peu. Si vraiment vous voulez faire tout seul, il y a toujours l'option de faire de l'investissement progressif sur un ETF comme le MSCI World par exemple, toujours investir le même montant. Le fait de toujours investir le même montant, ça fait qu'évidemment sur long terme, tu te retrouves avec, lorsque les marchés sont chers, moins de parts d'ETF. Ça lisse les points d'entrée. Voilà, exactement. Et tu te retrouves avec, lorsque le marché était moins cher, plus de parts d'ETF achetées. C'est toujours le même montant. Ça peut être une technique si on veut investir tout seul. Maintenant, si on essaye vraiment de faire un portefeuille tout seul, il faut regarder, comme on fait nous, les corrélations, il faut regarder les risques, les choses qui marchent ensemble et qui ne marchent pas ensemble. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Je te dirai comment nous, on voit la création d'un portefeuille. Mais en vérité, si tu essayes de faire un petit peu mieux que juste de l'investissement progressif sur du MSCI World, il faut quand même un petit peu s'y connaître. Alors, la question, c'était aussi, est-ce que finalement, il faut confier à un gérant actif et espérer qu'il batte les benchmarks, etc. Ou est-ce qu'il faut faire en ETF? Il y a peut-être un juste milieu entre les deux. Nous, on a lancé, il y a quelques années maintenant, des mandats d'ETF. Et donc, en fait, on a la gestion active, mais on est aussi sur des supports qui nous garantissent qu'on ne s'éloigne pas trop en dessous des benchmarks. Et donc, en fait, on a ce partenariat avec BlackRock qu'on a depuis maintenant 1 an, qui nous fournit les portefeuilles modèles, et puis après, nous, on les implémente. Et c'est un petit peu le juste milieu, si tu veux, entre vraiment le gérant actif, où vraiment tu prends le pari du gérant, et il peut se planter, et il peut surperformer bien sûr, mais il peut se planter, et la gestion tout seul, livré à toi-même en ETF, où là c'est
compliqué si tu n'as pas un peu d'outils quand même. Et Damien, moi j'aimerais avoir ton avis sur cette question, et Jayan aussi, en fait, c'est de se dire, bon, quand on commence, est-ce que finalement, ouais, il n'y a pas une partie qu'on peut faire seul et une autre partie qu'on a intérêt à déléguer? Est-ce qu'il y a un juste milieu à trouver, ou alors est-ce que c'est noir ou blanc? Enfin voilà. Effectivement, je pense qu'il y a un autre point à soulever, c'est le fait qu'on parle beaucoup d'ETF sur les marchés actions, mais il n'y a pas que les marchés actions, il y a également d'autres classes d'actifs, comme les marchés obligataires notamment, sur lesquels il y a également des ETF. Mais j'ai un petit peu le sentiment et le recul nécessaire pour dire que la gestion active, par exemple, sur les segments obligataires, a encore largement son épingle à tirer. Et du coup, je pense qu'on peut avoir dans un portefeuille le meilleur des deux mondes selon les classes d'actifs. Sur les marchés actions aussi, je pense que certains marchés, certains segments sont plus intéressants sur des ETF parce qu'ils sont difficiles à battre pour les gérants actifs. Et ça, c'est lié à la composition des indices. Regardez aux États-Unis, par exemple, sur un simple S&P 500, 30% de l'indice aujourd'hui, c'est les GAFAM. Et donc, pour certains gérants actifs qui sont aussi contraints par une forme de réglementation dans leur construction de portefeuille, ils ne peuvent pas être autant pondérés sur ces gros éléments des indices que le sont les indices eux-mêmes. Et donc, si ces acteurs performent bien, difficile pour eux de contrebalancer avec d'autres actifs pour répliquer cette performance. Alors c'est intéressant, là, ce que tu nous dis, en fait, c'est que ça va dépendre. C'est-à-dire que sur certains indices, il y a plutôt intérêt à laisser faire des ETF, parce que c'est déjà traqué. Tu parles du S&P, par exemple, et on va rester avec nous, on parlera d'allocations concrètes. Là, on répond quand même à cette question globale, parce qu'il y a tout un débat quand même là-dessus en ce moment. Donc c'est important qu'on débatte là-dessus et qu'on ait un petit peu vos avis, pour ceux qui nous écoutent, et puis pour Jayan aussi. Donc, de ce que je comprends, c'est sur un tracker comme un S&P 500, c'est quand même assez difficile à battre pour un gérant actif qui aurait le même style de sous-jacent derrière. Par contre, tu as souligné quelque chose d'assez intéressant, c'est les ETF obligataires. Je rappelle ce qu'est une obligation, c'est on va prêter à un État ou une entreprise de l'argent, et en échange, on va avoir un fameux coupon régulièrement, c'est-à-dire qu'on nous rémunère pour prêter cet argent-là. Comment un ETF, ça marche là-dessus, Damien? Enfin, comment il se rémunère un ETF là-dessus? Est-ce que ça veut dire qu'on perçoit les coupons régulièrement? Comment ça marche? Exactement de la même façon qu'un ETF action, par exemple. On peut avoir donc des coupons qui sont accumulés dans l'ETF et donc réinvestis automatiquement. Ce sont souvent les parts AC, dans les acronymes dont mentionnait Ronnie. Mais on peut également avoir des ETF qui distribuent. Donc là, on va souvent avoir un D ou un DIST dans le nom de l'ETF. Et donc là, les coupons qui sont perçus sont reversés sur le compte espèce du détenteur de l'ETF. Donc ça... Ouais, vas-y. Et juste pour revenir sur le point d'avant sur les marchés actions, un autre segment très intéressant qui n'est pas couvert par les ETF, par exemple, c'est les small caps. Et là, sur les small caps, on peut avoir de la gestion active qui a beaucoup plus de sens parce qu'il faut aller rencontrer les sociétés, rencontrer des petits acteurs, rencontrer des dirigeants. Et ça, c'est pas capturé aujourd'hui dans le marché ETF. Voilà, les small caps, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est des entreprises qui sont cotées en bourse, mais qui sont des petites capitalisations boursières. Donc là, on ne parle pas de LVMH ou Total Energy ou autre. Voilà. Là, c'est plus des plus petites sociétés, donc effectivement, qui sont moins liquides. Il faut le souligner, évidemment. Quand on dit moins liquides, ça veut dire que en bourse, a priori, si on est dans les horaires d'ouverture, on peut, dans la plupart des cas, retirer assez facilement son argent, mais sur des small caps, des plus petites capitalisations où il y a moins de demandes dessus, parfois, les fonds, on ne peut pas forcément les retirer exactement quand on veut, donc il faut faire attention à ça. Et du coup, il n'y a pas forcément de tracker ou beaucoup d'ETF là-dessus. Donc là, la gestion active, effectivement, a plus de sens. Ronnie, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ou... Il y a évidemment les small caps sur lesquels les ETF sont un peu moins efficients. Il y a aussi le crédit. Tu parlais tout à l'heure des obligations. Alors, les obligations, ça peut être évidemment les obligations d'État, mais les obligations d'entreprise, on appelle ça plutôt le marché du crédit. Et là-dessus, évidemment, pareil, il n'y a pas vraiment d'indice bien identifié qui convient à tout le monde, etc. Et puis les performances de certains gérants peuvent être vraiment meilleures que celles des ETF. Et puis tu as aussi le domaine de l'alternatif. Alors l'alternatif, tu sais, c'est quand on va par exemple jouer à la fois la hausse et la baisse dans un même fonds. On appelle ça le long short. Et là-dessus, effectivement, les ETF alternatifs, pour l'instant, sont pas encore vraiment bien assis dans le paysage. Les ETF, pour l'instant,
c'est surtout, d'ailleurs on le voit dans les flux, hein, c'est surtout pour les actions que ça marche très bien, et surtout pour les marchés vraiment bien globalisés, ou les marchés qui sont très drivers comme le S&P 500 américain dont on a parlé tout à l'heure. Des très gros marchés déjà établis. Mais ce que je note, c'est quand même a priori pour l'obligataire ou le crédit, là a priori on a plutôt intérêt à passer par une société de gestion qui va gérer ça activement parce que les perfs sont meilleurs. En gros, c'est ça, Damien. On peut faire les deux, ça dépend des segments, ça dépend des styles de gestion. Sur le crédit, effectivement, je suis assez d'accord avec Ronnie, les gestions actives sont souvent bien performantes. Ok. Et on peut parler des frais, évidemment, parce que c'est une autre composante de ce match emblématique. Les frais, évidemment, des ETF sont assez compressés. Mais pas toujours. On parlera tout à l'heure d'un ETF, par exemple, sur l'Inde, qui a été demandé dans une question. J'ai regardé l'ETF, il a quand même des frais de gestion de 0,85% par an. Ce qui est beaucoup pour un ETF. Ce qui est beaucoup pour un ETF. Certains fonds actifs, notamment sur les segments obligataires, on peut avoir des parts. Alors, ce n'est pas forcément les parts retail, celles destinées au grand public, mais nous, dans une société de gestion, on a accès à des parts plutôt institutionnelles ou des clean shares, ce qu'on appelle, donc des parts qui ont des frais plus réduit, on peut être aux alentours de 0,90 ou 1%. Donc l'écart entre certains ETF chers et certains fonds relativement dans le marché, voire peu chers en termes de frais de gestion, il y a une compression des frais quand même qui est inéluctable, on se rapproche finalement. Le gap, il n'est plus forcément aussi énorme selon les classes d'actifs. Ok, et vas-y Ronnie. Ouais, dernière chose qu'il faut regarder pour Jaën, quand il passe un ordre sur un ETF, les frais de gestion c'est une chose, mais ensuite tu as le bid-ask spread, le spread entre l'offre et la demande. Tu sais, comme quand tu vas à l'aéroport et tu changes de l'argent, je sais pas, tu vas en Turquie, tu changes de l'euro contre la lire turque, tu as un spread bid-ask, là c'est pareil. Et ça, il n'y a pas sur les fonds. Il n'y a pas de spread bid-ask parce qu'il n'y a pas d'offre et de demande, tu traites à la fin de la journée sur les fonds, alors que sur les ETF, c'est des instruments qui sont cotés en continu. Et donc tu vas avoir, comme sur les actions, un spread bid-ask. Et donc il faut rajouter ce spread comme frais au passage d'ordre. Et donc en fait, tu vas avoir non seulement les frais de gestion, mais il faut aussi que l'ETF soit bien liquide, parce que sinon tu peux encore perdre de l'argent en frais sur ce spread bid-ask. Ça veut dire que si l'ETF n'est pas assez liquide, tu vas payer plus cher que le prix qu'il est réellement pour pouvoir l'acheter, quoi. En gros, c'est un peu ça c'est qui ça. peut se passer. Ouais. Okay. En fait, c'est l'écart entre l'offre et la demande. Plus l'ETF est gros en général, plus il a d'encours, plus l'ETF est la liquidité des sous-jacents de l'ETF importante, plus le bid-ask va être resserré, et le volume quotidien d'échange évidemment de l'ETF qui va être important. Et donc en fait, si tu as ces trois choses-là qui sont favorables, le bid-ask qui va être resserré, et sinon le bid-ask qui va être important. Si tu as des frais de gestion qui sont, mettons, de 0,15 et que tu as un bid-ask de 0,20 ou 0,30, ça double quasiment les frais de gestion à l'achat et à la vente. Ok, intéressant de savoir ça, parce qu'effectivement, il peut y avoir des frais cachés, entre guillemets, dans les ETF, notamment dans ce genre de cas. Donc, surveillez bien ce fameux bid-ask. Dernière question de Jayan, que tu nous as mentionné tout à l'heure. Jayan, tu nous as dit que tu entendais parler aussi de nouveaux types d'ETF actifs, notamment. Est-ce qu'on peut en dire deux mots ? D'ailleurs, je précise, pour les ETF, si vous voulez tout savoir sur les ETF, on a une série Back to Basics qui est en train de sortir sur le canal de La Martingale, et les 2 prochains épisodes qui sortiront lundi prochain et le lundi d'après seront sur les ETF. Donc si vous voulez tout savoir un petit peu sur la base des ETF, un petit peu le fonctionnement, eh bien allez voir cette série-là, et bien sûr envoyez-nous vos questions si vous en avez derrière. Et là aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce type d'ETF, mais après, là, dans quelques instants, on va vraiment parler de quel ETF, a priori, on pourrait acheter aujourd'hui et sur quelle thématique. Ronnie, du coup, je le disais, il y a des ETF actifs que GN a vu passer. Est-ce que finalement, ce ne serait pas un juste milieu entre de la gestion passive et de la gestion active, que ce soit en termes de performance et de frais ? Tu vois comment ça marche ? En fait, on a une nouvelle génération d'ETF qui est arrivée aussi parce que les providers d'ETF, il fallait qu'ils se renouvellent parce que ça commençait à être la guerre des prix. C'est-à-dire que quand tu fais un ETF S&P 500, que tu commences à mettre les frais de plus en plus bas pour attirer les clients, au final, ça tend vers zéro. Et donc, l'ETF... le fait d'être émetteur d'ETF, c'est de moins en moins rentable, et donc il fallait qu'ils trouvent des nouvelles idées, et il y a eu ces ETF actifs, et on a une première génération qui s'appelle un peu les ETF enhanced. Enhanced en anglais, ça veut dire améliorer un petit peu la performance de l'indice qui est traqué.
Et cette première génération va très peu s'éloigner du benchmark, de l'indice répliqué, on va dire, mais va essayer de un petit peu augmenter la performance avec un budget de risque qui est pris par l'équipe de gestion, parce qu'il y a finalement dans les ETF, il y a quand même une équipe de gestion, même si ce n'est pas des gérants physiques comme Damien et moi. Tu vois, c'est une équipe de gestion qui va quand même essayer d'améliorer la performance de l'ETF et d'essayer de faire un petit peu mieux. Et donc en fait, tu n'es plus condamné finalement à faire que la performance du MSCI World ou que la performance du S&P 500 qui est l'indice américain. Là, tu peux espérer avoir un petit peu plus. Évidemment, quand tu prends un budget de risque, tu peux risquer d'avoir un petit peu moins. Mais du coup, ces ETF actifs, à mon avis, vont se développer de plus en plus. Et pour l'instant, on a une première génération qui s'éloigne très peu, mais qui essaye de faire un petit peu mieux. Et donc, du coup, un banquier privé ou un conseiller en gestion de patrimoine ou un family officer peut dire à son client, j'ai de la plus-value dans le sens où je vais essayer de choisir un ETF qui va essayer de faire un petit peu mieux quand même que l'indice que vous pouvez faire tout seul en investissant sur un ETF MSCI World, par exemple. Mais avec un peu plus de frais, du coup. Avec un peu plus de frais, effectivement. Mais effectivement, les providers d'ETF s'arrangent pour que finalement, l'un dans l'autre, la performance récupère les frais un petit peu plus importants. Et pour finir là-dessus, aujourd'hui, pour le cas d'une personne comme Jayan, par exemple, ça peut être dans ce qu'il existe sur le marché des ETF actifs, même si ça va bien se développer. Aujourd'hui, ça peut être intéressant ou pas? Oui, enfin, clairement, il y a des ETF actifs. Si le but de Jayan, c'est d'avoir à peu près la performance de l'indice, s'il est content avec la performance de l'indice, qu'il veut pouvoir espérer un petit peu mieux, à ce moment-là, l'ETF actif est le bon support. S'il veut être sûr de ne pas prendre un risque gérant et de ne pas perdre trop, et de ne pas s'éloigner du benchmark trop, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il veut vraiment battre les indices et essayer vraiment de faire mieux et qui pense qu'en ce moment, la sélection de valeurs, c'est important parce qu'on arrive dans quelque chose où tous les marchés ont beaucoup monté, etc. et que le stock picking, comme on appelle, c'est la sélection de valeurs est importante. Là, non. Là ce ne sera pas le bon canal. Là, il faut vraiment aller chercher un gérant actif. Ok. Donc c'est vraiment un entre-deux, quoi. On va passer à la question de Kevin, mais Damien, tu voulais réagir à ça rapidement? Oui, sur les ETF actifs, donc les grandes maisons de gestion, les Fidélité, JP Morgan, etc., les sortent beaucoup depuis quelques temps et sur plusieurs zones géographiques. Par contre, ce qu'on constate aussi un petit peu, c'est que les ETF actifs ne fonctionnent pas tous aussi bien selon les zones géographiques. Et ils ont notamment, j'ai l'impression, plus tendance à mieux marcher sur la partie US, souvent parce que ce sont des maisons aussi anglo-saxonnes et avec une forte expertise analytique sur les sociétés américaines, par exemple. Et donc là, le léger surplus de performance, on parle par exemple de quelques dizaines de bips, voire 1% par an, peut-être quelque chose comme ça, de surperformance de cet ordre-là. Il est plus visible sur ces segments-là. Et d'autres zones géographiques comme l'Europe ou le Japon, par exemple, sont peut-être un peu moins véloses. Alors, performance passée ne présage pas des performances futures, mais certaines zones peuvent être à privilégier à ce stade. D'accord, ok, très intéressant. Et bien justement, on a la question de Kevin, un cas assez complet, qui allait loin dans la description, donc c'est top, et qui nous proposait son plan d'investissement en ETF, et je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus, donc on va écouter Kevin. Bonjour à tous, Kevin, 36 ans, gendarme, donc logé par l'employeur. Je suis marié et papa de 3 enfants. Donc voilà, je touche 2 800 € par mois et ma femme, gendarme également, est en congé parental jusqu'en septembre 2026. Donc j'ai récemment pris pour objectif de me construire un patrimoine pour ma retraite et dans l'optique d'avoir quelque chose à léguer à mes enfants. Et donc voilà ma stratégie que je compte appliquer. Pour l'instant, j'épargne 600 € par mois pour constituer une épargne de précaution. Et d'ici 3-4 mois, lorsqu'elle sera finalisée, je compte la basculer en DCA sur des ETF, donc répartis équitablement entre le Nasdaq 100, 440, MSCI Emerging Market et de l'or, donc à 25% chacun. Et quand ma femme reprendra le travail d'ici 1 an, on compte passer à 1500, 2000 € par mois, avec la même répartition, et ce jusqu'à nos 55 ans, avant de basculer progressivement sur des ETF à dividendes pour avoir une rente mensuelle à la retraite. Donc voilà mes questions. Du coup, pensez-vous que cette stratégie est viable ou est-ce qu'elle peut être optimisée?
Et surtout, deuxième question, est-ce qu'il vaut mieux continuer à épargner jusqu'à mes 55 ans à ce niveau-là ou laisser arrêter au bout de 10-15 ans pour diversifier et laisser le reste croître tout seul grâce aux intérêts composés? Voilà, merci encore pour tout ce que vous faites et à bientôt. Merci beaucoup, Kevin, pour ta question. Alors, question intéressante et merci d'avoir donné pas mal de détails parce qu'il y a des gens qui peuvent s'identifier là-dedans et on peut mieux analyser les cas comme ça. En gros, pour faire simple, voilà, Kevin, il a 36 ans. La stratégie dont il vient de nous citer, il aimerait la faire jusqu'à 55. Donc, allez, on est à horizon 20 ans. Il n'a pas tellement de ce qu'il m'a écrit aussi à côté, plus investi avant. Là, pour faire simple, il se dit qu'il veut faire du DCA sur ETF. Là, à partir de maintenant. Rappel, pareil, le DCA, le fameux Dollar Cost Average, on met une somme régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, pour lisser son point d'entrée. Et on a aussi un épisode de notre série Back to Basics qui est sorti il y a un peu plus de 10 jours maintenant là-dessus. Donc, allez voir l'épisode sur le DCA avec Amundi et vous saurez tout là-dessus. Ce qu'il veut faire, il propose d'aller sur 4 un peu thématiques. Un quart ETF Nasdaq 100, un quart CAC 40 et un quart marché émergent et un quart or. Ça va être intéressant. Je suis curieux d'avoir votre avis s'il faut acheter de l'or aujourd'hui ou pas avec les records. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? On va commencer peut-être, je sais pas, peut-être Ronnie, si tu veux commencer là-dessus. Donc là, il divise en 4 et il se dit pendant 20 ans, moi j'investis un petit peu tous les mois là-dessus et les sommes de Kevin, bon, il nous les donne, mais à la limite, les sommes, c'est pas tellement important. Si vous avez moins d'argent, si vous avez plus d'argent, etc., là, on parle de la stratégie globale. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça a été une première réaction à ça, Ronnie? Alors, dans la stratégie de Kevin, il y a des bonnes choses, hein, objectivement. Déjà, le fait d'épargner le même montant, enfin, d'être en DCA, comme tu l'as dit, et de constituer une épargne de précaution, puis après une épargne pour investir plus, ça, c'est une très bonne chose. Et franchement, voilà, on disait tout à l'heure qu'il y avait une idée derrière qui était sous-jacente et qui était, je pense, la meilleure, parce que c'est les études qui le montrent, qui est d'investir toujours la même somme et de lisser ses points d'entrée. Ça c'est très très bien. Par contre, dans ce qui peut être optimisé, puisqu'il nous demande si sa stratégie peut être optimisée, effectivement, son allocation, son portefeuille avec 25% CAC 40, 25% Nasdaq 100, je crois, 25% MSCI émergent et 25% or. Là, concrètement, moi, je suis beaucoup plus réservé là-dessus. Et s'il y avait quelque chose à changer, s'il nous écoute aujourd'hui, moi, ce serait plutôt ça que je changerais. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est en gros, DCA, ok, c'est bien d'épargner, c'est bien que c'est un bon réflexe. Par contre, sa répartition, là, son allocation, tu la changerais. Alors, si tu rentres dans le détail, bon, ok, on a 25% CAC 40. Pourquoi est-ce qu'on choisit que la France? Alors, à part ce qui est louable d'être patriote, il n'y a aucun souci, mais dans la logique de l'investissement, pourquoi est-ce qu'on choisirait que les valeurs françaises? Je ne mettrais pas un quart sur la France, c'est ce que tu es en train de nous dire. Non, c'est-à-dire que si tu mets un quart sur les États-Unis, qui représentent 70% à peu près de la capitalisation boursière mondiale, tu mets pas un quart sur la France. C'est pas forcément logique. Comme je dis, hein, c'est l'investissement patriote et il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est pas forcément hyper logique de choisir uniquement la France. Surtout si c'est pour des années. Alors s'il me dit la France est en retard actuellement parce que les problèmes de gouvernement, les trucs machin, pas de souci. Mais là, il nous parle en fait de rester des années sur ce portefeuille et donc d'avoir structurellement de la France en portefeuille. Pourquoi est-ce qu'il choisit juste la France? Il y a un terrain de jeu sur l'Europe et même, tu vois, sur les États-Unis, il prend que le Nasdaq 100. Pourquoi est-ce qu'il prend que... Alors peut-être rappelle-nous, c'est quoi le Nasdaq 100, tu vois, c'est les valeurs technologiques américaines, hein, c'est les 100 plus grosses valeurs technologiques américaines. Bien sûr, la tech, c'est le secteur qui marche le mieux aux US et ils sont pionniers là-dedans. Mais pourquoi choisir uniquement la tech américaine? Choisir le CAC 40, alors dans le CAC 40, tu as des banques et tu as le luxe qui sont évidemment une partie non négligeable de l'indice. Mais pourquoi choisir que ces secteurs-là et que sur la France? Ensuite, il met 25% de marché émergent. De marché émergent.
Globalement, sur les marchés émergents, alors, ça veut à peu près, c'est très large, il y a pas de souci avec ça, mais pourquoi est-ce qu'ils le pondèrent autant que la France? Il y a énormément de pays là-dedans, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a le Brésil, il y a le Mexique, il y a tout ce que tu veux. Pourquoi est-ce qu'il s'est pondéré autant que la France? Et l'or, on se le garde pour la fin. Et en gros, là, pour faire simple, Ouais. comment est-ce que tout simplement, si tu devais diviser en 4, que tu avais 4 trucs, qu'est-ce que tu ferais là? Voilà. Il y a deux façons de voir les choses. Ou tu investis en régional plus sectoriel, c'est-à-dire tu choisis ta région et au sein de ta région, tu choisis les secteurs qui t'intéressent. Par exemple, tu choisis l'Amérique du Nord et au sein de l'Amérique du Nord, tu choisis la tech, la défense, je dis n'importe quoi, mais tu choisis les secteurs qui t'intéressent. Ensuite, tu vas sur l'Europe. L'Europe, on est fort dans le luxe, par exemple. Voilà, tu choisis. Donc ça c'est régional et sectoriel. C'est la première façon de voir les choses. Deuxième façon de voir les choses, tout autre, t'investis en thématique. 100% thématique, c'est-à-dire tu choisis les thématiques qui te semblent être les meilleures. Là, il n'y a pas de régional sectoriel. Les thématiques, c'est international. Donc tu dis, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est la robotique, l'IA, le cloud, le luxe et le lifestyle, la santé et bien-être, les villes intelligentes, voilà, et tout ce qui est transition énergétique avec par exemple recyclage et déchets ou la thématique cycle de l'eau. Et tu fais un beau portefeuille avec que des thématiques à l'intérieur, les thématiques qui selon toi ont du potentiel boursier. Mais à mon sens, tu vas pas faire un peu de régional, un peu de sectoriel comme c'est fait, c'est-à-dire Nasdaq 100, donc c'est US Tech. Ensuite, CAC 40, c'est multisecteur France. Enfin, voilà, ce portefeuille-là, pour moi, et si on regarde les corrélations, si on fait passer ce portefeuille dans une matrice de corrélation, on voit que c'est pas un portefeuille bien équilibré. Donc, Ok. Et donc là, du coup, Damien, je ne sais pas si tu as un avis aussi là-dessus, sur comment on peut se construire le portefeuille de Kevin. Voilà, je rappelle, DCA sur 20 ans, mettons, on va se dire, pas plus de 4 lignes ou 4 grands secteurs, entre guillemets, pour simplifier. Ouais. Toi, tu le répartirais Alors- comment? C'est intéressant ce que nous a dit Ronnie. Voilà, soit on se fait secteur, puis après, enfin, soit on se fait allocation géographique, puis après on regarde un petit peu dans chaque géographie ce qui est intéressant, soit on fait carrément secteur. Et dans ce cas-là, on fait un secteur, quel que soit là où ça se passe dans le monde. Ouais. quoi. Alors, thématique. déjà, ce qu'on peut dire, c'est un très bon point pour lui, c'est de faire du DCA sur indice et pas sur des actions. On rappelle, pas de DCA sur du stock picking, c'est beaucoup trop risqué. Donc sur des indices bien diversifiés, c'est très bien. Si je regarde un peu son allocation, j'ai envie de croire qu'il veut quelque chose d'assez généraliste quand même, parce qu'il veut faire son investissement de manière régulière et dans le temps long. Donc j'aurais tendance à garder des indices plutôt larges. Par contre, celui du CAC 40 me pose également peut-être le plus de problèmes, parce que le CAC 40, c'est 40 sociétés, c'est assez restreint, et j'ai tendance à privilégier des indices plus larges. Le Nasdaq 100, c'est ça, on pourrait prendre le Nasdaq Composite qui est plus large. Par contre, sur la partie Europe, on enlève peut-être la France, où on le pondère moins, et on met peut-être un ETF stock 600, par exemple, où on a les 600 plus grandes capitalisations européennes. Et donc là, on a des biais beaucoup moins prononcés que le CAC 40, avec le biais luxe, bancaire et peut-être un peu de Donc à pétrole. choisir pour son profil, ou encore une fois, c'est pas un professionnel de l'investissement, il va pas tous les mois refaire son allocation, Voilà. là sur 20 ans, plutôt ETF stock 600 plutôt que CAC 40. Par exemple. Alors c'est plus gros, c'est un gros paquebot, c'est moins véloce, mais il y a moins de biais. Donc dans la durée, sur un horizon de temps très long de 10 ans ou 20 ans, c'est peut-être plus adapté. Et ça va aussi sans doute diminuer un petit peu la volatilité du portefeuille. Et ça, c'est quoi? On s'indexe aux 600 plus grandes entreprises européennes, c'est ça? Exactement. Voilà, ok. Et évidemment, les poids des grosses capitalisations dans cet indice sont plus dilués. Je crois que le premier poids, il doit être aux alentours de 3%, quelque chose comme ça, et on n'est pas sur des 10, 12, 13% comme dans le CAC 40. Vas-y, Non, Ronnie, je- tu voulais intervenir? Pardon. Un petit conseil pour Kevin, si jamais il veut bâtir son portefeuille lui-même, bon, déjà, à mon sens, il faudrait mettre un peu plus d'actifs dedans. Mais si jamais il veut bâtir son portefeuille lui-même, il faut voir ça comme une équipe de foot. C'est-à-dire, c'est comme un sélectionneur, il se met dans la peau de Didier Deschamps et il va choisir des attaquants pour son portefeuille, des défenseurs qui vont pouvoir, voilà, quand les marchés sont compliqués, vont pouvoir stabiliser le portefeuille. Donc des attaquants pour faire de la perf, des défenseurs pour stabiliser le portefeuille. Et surtout, il va falloir regarder
si les actifs, donc là en l'occurrence les joueurs, si on reprend la métaphore, jouent bien ensemble. Et ça, c'est les corrélations, les fameuses corrélations dont je parlais. On peut avoir des équipes où on n'a que les meilleurs joueurs qui ont bien performé dans le passé, on les met ensemble et finalement ça fait pas une équipe qui joue de manière cohérente. Donc vraiment, voilà, si jamais il veut bâtir son portefeuille, il faut toujours avoir ça en tête. Des attaquants pour faire de la perf, des défenseurs. Je constate que là, bon, il y a l'or effectivement, mais il a pas du tout d'oblig dans le portefeuille. Et il nous met 3 ETF actions et un ETF or. Pourquoi est-ce qu'on met pas d'oblig, tu vois? Donc il faut toujours garder ce schéma-là. Des attaquants pour faire de la perf, des défenseurs pour stabiliser le portefeuille. Et ça, c'est un portefeuille vraiment qui, dans la durée, peut performer. Un portefeuille qu'on appelle all-weather. Donc, Par tout temps. Par tout temps, Ouais, exactement. Ok. 4 saisons. Et si on voudrait rester peut-être uniquement sur du dynamique, sans intégrer des obligues, c'est peut-être son cas aussi, et comme il a un temps long devant lui, on peut prendre le maximum de risques, peut-être inclure, pourquoi pas, une brique MSCI World. Donc là, on a vraiment l'indice le plus large. Donc là, il aurait stock 600 sur l'Europe. Et à la place de Nasdaq 100, tu mettrais quoi? Non, alors je rajouterais peut-être une ligne. Ah, tu rajouterais une ligne, Voilà. ok. Donc du Ouais. coup, pourquoi ne pas prendre un MSCI World, par exemple, ou ACWI, qui est un petit peu moins pondéré sur les US, aux alentours de 62%, quand le World il est plutôt à 72%. Et ça, ce serait plutôt le socle de portefeuille à 30 ou 40% du portefeuille, par exemple, et avoir ensuite 3 briques à 20% à chaque fois. Le pari tech, pourquoi pas. Aux US, c'est clairement ce qui a délivré la performance annualisée ces 30 dernières années la plus élevée, beaucoup mieux que le S&P 500, par exemple. Donc le Nasdaq 100, tu le laisserais Je le potentiellement? laisserais. Ouais, De l'Europe aux alentours de 20% avec un indice plus large comme le Stock 600. Et alors débat, est-ce qu'on se contente de la partie du MSCI World sur les emerging markets et on enlève le TF MSCI Emerging Markets, ou alors on peut le conserver mais dans une proportion peut-être un peu moindre. Soit dit en passant, le MSCI Emerging Markets, c'est quand même 50% d'actions chinoises plus Taïwan. Je crois que l'Inde, c'est aux alentours de 15%. Donc, il ne faut pas oublier que c'est marché émergent dans cet indice, mais grosse pondération Chine malgré tout dedans. Ouais, Et vas-y, aussi, Ronnie. ce qu'il faut surtout ne pas faire lorsqu'on bâtit un portefeuille, c'est essayer de regarder ce qui a marché dans le passé et de faire la collection, comme ça, de tout ce qui a été bon dans le passé, parce que en fait, les classes d'actifs, c'est rotatif, hein. C'est pas tout le temps les classes d'actifs qui ont bien marché dans le passé qui remarchent bien. Évidemment, c'est les performances passées ne présagent pas des performances futures, etc. Et donc, si je reprends la métaphore footballistique, tu sais que le PSG avait mis dans son équipe Plein de superstars. plein de Voilà, superstars, Neymar, Mbappé, Messi, et quand ils ont joué ensemble, en fait, le problème c'était vraiment pouvoir jouer ensemble, ben ça n'a pas forcément marché. Pourtant, c'était que des actifs, entre guillemets, qui avaient super bien marché dans le passé et qui avaient encore du potentiel. Le problème, c'est de regarder si tout ça rentre en harmonie, si ça peut jouer ensemble, tu vois. Et le PSG d'aujourd'hui, alors il y a peut-être un peu moins de stars, mais ça joue ensemble. Ok, non, mais très clair, très clair. C'est beau, hein. C'est beau. Hein. Jayen, si t'as des questions, t'interviens. Hein. S'il y a des trucs qui sont pas clairs et tout, tu nous dis, voilà. Évidemment. N'hésite C'est très pas, clair, merci. N'hésite pas. Ok, donc bon, c'est pas facile le cas de Kevin parce qu'on essaie de simplifier au maximum pour quelqu'un qui n'est pas forcément un professionnel des marchés. Mais si vous avez d'autres idées, d'autres lignes, pas forcément pour lui, mais pour d'autres auditeurs qui voudraient une gestion plus active, etc., dites-nous. En gros, là, sur la fameuse composition du portefeuille, est-ce qu'on est d'accord là autour de la table pour se dire que sur 20 ans, a priori, on ne met pas forcément d'obligataire parce qu'on peut prendre des risques et donc s'indexer à la performance directe des entreprises plutôt qu'à leur prêter de l'argent, là où on a plus de visibilité sur une obligation avec des rendements qui ne sont pas garantis encore une fois, mais qui sont moins risqués et plus probables que sur de la bourse. Là, on resterait sur a priori, sur 20 ans, hein, sur des ETF. Ouais, Ouais, c'est ce qu'il Damien, faut faire. je ouais, pense. ok. En plus, Kevin, il a 36 ans, d'après ce qu'il a dit. Ouais, il est jeune. Ouais. Donc, effectivement, s'il fait la stratégie qu'il a préconisée, il n'a pas forcément besoin d'oblig. Mais c'est quand même une question à se poser. Ouais. Il parlait d'épargne de précaution. Est-ce que l'épargne de précaution, ça peut pas aussi être un petit peu des obliges, tu vois? Voilà, Donc, il peut avoir une petite poche voilà. obligataire potentiellement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, question très concrète, si on veut faire un peu d'obligataire, comment on fait? On prend un ETF, on va faire de la gestion active.
par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous avez des idées là-dessus? Ça dépend de quel segment, auquel segment on veut s'exposer. Si on veut du taux souverain, par exemple, il y a certains ETF qui font très bien le travail. On peut même sélectionner les maturités. On peut avoir du taux court du 0, 2 ans, 3 ans, 5 ans. On peut avoir des maturités plus longues du 7, 10 ans, voire au-delà. ETF souverain, si on prête à des États. Voilà, exactement. Alors, on peut faire ça sur les US. Attention au risque de change, l'euro-dollar, évidemment. Donc là, on n'aura pas, si on n'est pas couvert, eh bien, on peut très vite annihiler la performance des obligations par un effet négatif euro-dollar. Autopromo, je fais de la pub à un épisode de La Martingale avec Mathieu qui est sorti la semaine dernière sur tout ce qui est risque de change, etc. Avec Kevin Tozé, et c'est intéressant et on parle un petit peu de tout ça là-dedans. Hyper important cette année, puisque l'euro-dollar a pris 15%, donc les investisseurs en euros européens qui investissent en dollars sont extrêmement pénalisés cette année. Par contre, si on investit dans des obligues souveraines en euros, on ne prend pas de risque de change, et puis on peut avoir des rendements encore intéressants, entre 2 et 3-4% selon les souches. Donc pourquoi pas. Et puis si on veut faire du crédit, je me tournerai plutôt vers de la gestion active. Donc là, il faut aller sélectionner des fonds gérés par des très belles maisons françaises ou internationales. Et là, on fait un petit peu attention à la gestion discrétionnaire, à qui sont les gérants, quels sont les frais. Ouais, c'est ça, comment on les choisit, tu vois, Ronnie, tu vois, des fonds comme ça, c'est pas évident, quoi. Tu vois, quand on connaît pas où est-ce que tu vas, comment est-ce que tu... Là, dans ce cas-là, franchement, bon, on dira peut-être que je prêche pour ma paroisse, mais je recommande quand même le mandat de gestion, parce que sélectionner un fonds, c'est vraiment un job. Avec Damien, on est en partie sélectionneur de fonds. Enfin, il faut des outils pour ça, il faut regarder. Alors, il ne faut pas être derrière l'écran toute la journée comme pour les actions, c'est pas... Voilà, mais quand même, c'est un job à part entière. Donc là, si vraiment il y a de la sélection de fonds et qu'on essaie de faire du fine-tuning dans le portefeuille et que c'est pas, comme on disait tout à l'heure, investissement progressif sur un ETF MSCI, là, à ce moment-là, ou bien on s'y connaît, et on fait tout seul, sans aucun souci, ou bien quand même, je recommande le mandat. Après, sur les obligues, ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui n'y vont pas par méconnaissance du produit. C'est vrai que ça parle moins que les actions. Il y a plein de gens qui ne savent même pas que ça existe. Hein. Exactement. Et il y a plein de gens qui ne comprennent pas que finalement, ça marche un peu comme l'immobilier. C'est-à-dire que tu vas prêter de l'argent, par exemple à Stellantis ou à Total, ou voilà. Dans l'immobilier, tu prêtes ton appartement à un locataire. Et ben, il va te payer des loyers sur cet appartement et à la fin, il te rend ton appartement. Bah là, tu prêtes de l'argent à Stellantis ou à Total, il paye des loyers qu'on appelle les coupons sur cet argent et à la fin, il te rend ton argent. La différence un peu avec l'immobilier, c'est que le prix du bien immobilier peut avoir varié pendant la période, alors que là, Total ou Stellantis, ils te rendent exactement ce que tu leur as prêté, s'ils font pas défaut, bien sûr. Donc, mais franchement, ça marche de manière très similaire. D'ailleurs, les mouvements des taux d'intérêt, c'est à peu près les mêmes effets sur les obligues et sur l'IMO. Donc en vrai, c'est peut-être beaucoup plus proche de ce que les Français ont l'habitude de faire. C'est juste que les obligations, c'est moins connu et donc on y va moins. Donc voilà, peut-être que... Ne délaissez pas cette classe d'actifs, renseignez-vous sur l'obligataire. D'ailleurs, on pourrait se faire une émission spéciale obligataire. C'est une bonne idée. Bon, je passe quand même à l'or. Parce que Kevin nous met quand même un quart d'or dans son allocation sur 20 ans. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Déjà, c'est une matière première, donc là, on est sur une autre classe d'actifs encore. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que l'or, ça a explosé dernièrement. Ça n'a rien fait en termes de performance pendant longtemps. Et là, depuis ces dernières années, ça cartonne. Là, on est sur des records historiques, notamment portés par toutes les tensions géopolitiques. Voilà, ça rassure. L'or, j'aimerais avoir votre avis un petit peu là-dessus. Damien, je ne sais pas si tu veux, si tu as un avis là-dessus, ou Ronnie, ou les deux. Voilà. Damien commence. En gros, là, ma question, c'est, on est sur des records. À quoi s'attendre là pour la suite? Allez, on va dire dans les 10 prochaines années. Tu vois, personne n'a de boule de cristal, mais on aurait tendance à se dire, ce que je me dis personnellement, c'est que je me dis, bon, sur le très long terme, je pense que ça va continuer à monter. Maintenant, à court moyen terme, souvent quand on a des hausses comme ça, est-ce que c'est pas un petit peu un red flag de rentrer maintenant sur un actif qui a une courbe pareille? Exactement, mais je crois que c'est plus 61% depuis le début de l'année, sans compter la performance de l'année d'avant. Ce qui est énorme. Hein. Donc c'est un rallye quasiment historique. Moi j'ai un avis très tranché, il faut prendre ses profits aujourd'hui si on investit dessus.
Clairement, on avait une cible à $3 500 l'once à peu près au premier semestre. On est bien au-delà. Là, on est à combien à peu près là 4 350 à peu près. Ouais, ok. Donc là, acheter aujourd'hui dans le cas de Kevin, même si on fait du DCA, il faut viser au bas mot 5 000, 6 000. Je crois que c'est un petit peu trop optimiste à court terme, encore que dans ce mouvement récent, il y a une partie de spéculation, évidemment. La performance attire les flux et donc ça s'auto-alimente et jusqu'à un moment donné où il y a le coup de sifflet final et c'est la fin de la partie et ce sera sans doute la fin de la partie pendant un certain temps. Un mouvement comme ça s'est déjà vu. Je crois que c'était en 2011 à peu près, suite à la crise des subprimes, plus après le mouvement défiance, crise de la dette souveraine en zone euro notamment, jusqu'en 2011. Ça avait regardé les graphiques de long terme, il faut dézoomer, il faut prendre du recul, il faut regarder ça sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. On avait un mouvement de verticalisation comme ça, et puis ensuite c'était correction, et puis on évolue dans un range pendant 5, 6, 7 ans je crois. Il faut ensuite attendre 2018, 2019 pour que ça commence à reprendre un trend haussier jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. Donc voilà, sur les niveaux actuels, je ne suis pas très confiant pour la t'es pas suite. chaud, quoi, toi, tiens, ouais. Maintenant, à très court terme, sur les mouvements de spéculation comme ça, peut-être que ça s'arrêtera à combien 4 500, 5 000, je ne sais pas, on verra. Difficile à prédire, on ne peut pas le savoir. Par contre, si on a une phase de consolidation, de correction appuyée, et ça va prendre du temps peut-être, ce ne sera pas immédiat, ce sera peut-être que l'année prochaine, voilà, mais si on a des reculs assez importants, je pense que là, on peut commencer à revenir et réaccumuler, faire du DCA avec cet objectif de 10 ans, 15 ans, 20 ans devant soi. Parce que des mouvements structurels, ils sont porteurs, ils vont perdurer. Ça, je pense que c'est clair. Mais il ne faut pas oublier qu'en termes d'actifs financiers, l'or, ça a la même volatilité qu'un indice action. C'est le même risque en termes de fluctuation. Donc c'est un actif considéré comme refuge, défensif, mais en termes de comportement boursier, ça reste très volatile. Donc on peut avoir des écarts comme ça assez significatifs assez rapidement. C'est intéressant de dire ça parce qu'on voit de plus en plus de gens. J'ai une soirée dimanche soir, quelqu'un qui achetait de l'or physique et pas quelqu'un qui investit spécialement, dit ouais, ça me rassure et tout. Je dis mais je comprends, mais là c'est quand même cher en ce moment. Donc ça rassure, il y a un truc qui rassure les gens. Mais d'un autre côté, quand on voit les files d'attente des gens en France et même partout dans le monde pour acheter de l'or physique, moi, ça me fait un peu peur aussi. Je me dis, finalement, si tout le monde se met à acheter, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de FOMO généralisé? Et un peu comme vient de le dire Damien, Ronnie, je ne sais pas quel est ton avis rapidement là-dessus. Est-ce que tu es aligné avec Damien? Est-ce que tu en as un autre? De manière générale, l'or, il faut toujours regarder ça en tête, parce que c'est un truc de se dire ça a trop monté, ça a trop baissé, etc. Il faut regarder le fondamental derrière. Normalement, l'or est inversement corrélé, suis-moi bien Amaury, au taux d'intérêt réel. Les taux d'intérêt réels, c'est les taux d'intérêt nominaux, les taux d'intérêt des banques centrales, moins l'inflation. Et de manière générale, voilà, lorsque les taux sont bas, finalement l'or qui rapporte pas de coupons et qui a un coût de stockage, quand les taux sont bas, finalement, on se dit avoir de l'or, pourquoi pas, parce que de toute façon, sur les obliques, je vais pas gagner beaucoup parce que les taux sont bas. Par contre, lorsque les taux réels, encore une fois, sont hauts, à ce moment-là, on se dit j'ai vraiment un coût d'opportunité à avoir de l'or parce que ça me rapporte rien et en plus, ça a un coût de stockage. Donc, normalement, on est toujours dans ce schéma-là. En ce moment, c'est un petit peu le game, comme on dit, est un petit peu faussé par les banques centrales, notamment Inde, Chine, Russie, qui veulent se séparer de plus en plus du dollar, qui constitue aussi leur réserve de change. Ils achètent de l'or. Exactement. Ouais, okay. Et avec le sommet des BRICS, etc., ils l'ont explicitement dit, ils veulent effectivement aller plus sur des réserves d'or que des réserves de dollars. Et donc ça fausse un petit peu le game, comme on dit, à mon avis conjoncturellement, parce que là, plus ça monte, évidemment, moins les banques centrales sont tentées d'acheter parce que plus c'est cher. Et il faut imprimer du billet aussi pour acheter tout ça. Donc voilà, le jeu est faussé et à beaucoup de banques centrales qui ont acheté, ça fait mécaniquement grimper l'or. Bon, ok. Concrètement, avant de passer à une autre question pour finir sur Kevin là-dessus, est-ce qu'il retire l'or, selon vous, de son DCA ou pas, aujourd'hui? Soit on le retire, mais on fait un peu de market timing du coup sans garantie. Ouais. Avec l'optique de rentrer un petit peu plus tard si on a une correction.
Le risque, c'est qu'on puisse attendre longtemps et qu'on puisse rater de la performance supplémentaire. Par contre, clairement, il voulait 25%. Moi, je ne mettrai pas 25% aujourd'hui. On peut mettre 5 ou 10% maximum, grand maximum, sur les niveaux actuels, si on veut vraiment spéculer à court terme sur une poursuite du mouvement. Et je pense que si on rentre 5% aujourd'hui, on est dedans, on en a un petit peu en portefeuille, et puis on prend le temps ensuite de renforcer sa position dans les trimestres qui suivent, si on a des corrections de marché. Ok, sur les 25% d'or, si, mettons, après il fait Kevin, tu fais ce que tu veux. Hein. Là, on parle de selon nos invités, selon nous, ce qu'on ferait, mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Là, imaginons, c'est 25% d'or, il en met que 5%. Là, il reste 20% entre guillemets à allouer. Est-ce que vous iriez sur de la matière première aussi, sur une autre matière première ou sur autre chose ? Pas forcément sur une autre matière première. En vérité, les deux matières premières qui se traitent vraiment bien et qui sont assez populaires et où les gens peuvent vraiment les suivre facilement, c'est l'or et le pétrole. Bon, sur le pétrole, de manière générale, les ETF ou peu importe, ou même les autres instruments qui permettent d'investir sur le pétrole, bon, en ce moment, je sais pas, avec tout ce qui est droit de douane, tout ce qui est économie européenne, qui n'est pas forcément dans une bonne santé, etc. On ne peut pas être sûr que ça va être forcément drivé à la hausse, parce qu'évidemment, le pétrole, quand il y a une hausse de la demande, c'est que l'économie mondiale se porte bien et qu'on a besoin de consommer pour les transports, pour l'industrie, pour tout. Donc, haute matière première, ensuite aller sur une matière première plus exotique, style platinium ou palladium, ou encore le blé ou le maïs ou le soja, franchement, moi je ne conseillerais pas, il faut vraiment s'y connaître pour faire ça. Moi j'irais plutôt sur, comme disait Damien tout à l'heure, un autre indice action, rajouter au moins une ligne sur un indice bien global, général. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Alors, il y a de nouvelles générations d'ETF qui arrivent aussi. On parlait des ETF actifs, mais on a aujourd'hui des ETF buffer. Alors, peut-être que ça fera l'objet d'une autre émission, parce que c'est un petit peu technique et long à expliquer. Raconte-nous rapidement, là, c'est alors, quoi en deux mots, un ETF buffer, c'est un ETF qui va permettre d'avoir une protection à la baisse, tout en ayant un upside, donc du potentiel de performance, mais qui va être capé en contrepartie de cette protection baissière. Et ça peut être très intéressant dans un contexte de marché qui est aujourd'hui top-ish. On voit les marchés US, par exemple. On a des ETF buffer sur le S&P 500. Donc, on va pouvoir acheter de l'exposition au marché américain. Et on va se dire, voilà, le marché américain aujourd'hui, il est relativement cher. On est à 22-23 fois les profits. On est dans les hauts de range. On est quasiment à 7000 points sur l'indice. On a peut-être un risque de correction à horizon 1 an. Et donc, on peut avoir un ETF qui va offrir un coussin de protection sur, par exemple, les moins 15 premiers pourcents de baisse. Donc, si l'indice fait moins 10%, on a une protection jusqu'à moins 15%, on est totalement protégé. Si l'indice fait moins 20%, on n'aura une baisse que de 5%, puisqu'on était protégé jusqu'à moins 15%. Si l'indice, lui, progresse de 10%, par exemple, c'était le cas pour un ETF buffer qu'elle on a traité cette année, on pouvait obtenir de la performance jusqu'à 10%, jusqu'à plus 10%. Donc, si l'indice fait moins, on a le maximum de performance. Si l'indice fait plus que 10%, s'il fait 15%, on a un manque à gagner de 5%. Mais aujourd'hui, on peut se dire, à horizon 12 mois, quel est le potentiel du marché US ? Est-ce que le S&P 500 a le potentiel de faire 20% supplémentaire ou pas ? Et on peut se dire, s'il rémunère que 10, moi, ça me convient. Et un ETF comme ça, avec une protection à la baisse, ça peut être un bon point aujourd'hui dans un portefeuille. Et lui, donc Kevin, pour à horizon 20 ans, ça peut être bien ça. Tu pourrais recommander de dire ça peut être un produit qui peut être intéressant. À horizon 20 ans, difficile à dire, parce que c'est des produits relativement nouveaux qui commencent à rencontrer leur marché, notamment, alors aux US, ça existe depuis plus longtemps et ça a rencontré ces investisseurs. En Europe, ça commence seulement à arriver. Donc, est-ce que ça existera toujours dans 10 ans ou dans 20 ans ? Difficile à dire. Est-ce que les ETF actifs existeront encore dans 10 ans ou 20 ans ? On ne sait pas. Mais voilà, sur les 2-3 prochaines années, je pense qu'on peut utiliser ce type d'instrument quand on est dans des conditions de marché comme celles qu'on a aujourd'hui. Ok, dernier, il faut vraiment qu'on avance. Dernier, allez, un chacun, si vous voulez, un ETF par exemple, pour le cas, voilà, qu'on est très long terme, 15-20 ans comme Kevin, que vous rajouteriez dans son allocation, là. Ronnie, par exemple. Tu rajouterais un ETF là ? Si je rajoutais par exemple un secteur, il faudrait en rajouter plusieurs. Mais par exemple, on a un ETF assez intéressant qui s'appelle Amundi MSCI Semiconductor.
donc qui joue le secteur pour le coup des semi-conducteurs. Hein. C'est pas une thématique, puisque une thématique c'est multisectoriel. Là, c'est vraiment juste le secteur des semi-conducteurs. Il a des performances sur 1 et 3 ans qu'on trouve un petit peu meilleures que les ETF concurrents. Il faudrait qu'il regarde lui-même, qu'il fasse sa propre analyse, mais ça nous a vraiment paru intéressant là, sur période récente, 1-3 ans. Il a un spread bid-ask qui est assez resserré, et donc ça fait qu'effectivement quand on passe un ordre dessus, on perd pas trop d'argent. Voilà. Exactement. Par contre, attention, si jamais il veut insérer cet ETF dans son portefeuille, les semi-conducteurs c'est 70% US et 17% Taïwan, le reste c'est tous les autres pays. Donc attention, ça va modifier sa répartition géographique. Je te parlais tout à l'heure de faire une géographique et sectorielle ou alors thématique. Donc là, on est dans le géographique et sectoriel. Donc si jamais il met cet ETF à l'intérieur, sur ce secteur-là, il faudra qu'il contrebalance avec d'autres ETF qui ont peut-être un peu moins d'US, etc. Ok, très clair. Damien, est-ce que tu ajouterais autre chose? Et j'avais une question aussi, et ça peut être ta seule réponse. Il parlait des emerging markets, des marchés émergents. Est-ce que tu mettrais des marchés émergents, et si oui, lesquels? Oui, je resterai sur le MSCI Emerging Market pour le coup, qu'il a dans son allocation. Très bien, on peut peut-être ajuster la pondération, en mettre que 20% par exemple, au lieu de 25 initiaux. Et je resterai également sur la préconisation dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire rajouter une brique World, pour le coup, l'indice MSCI World qui est ultra large, ultra diversifié. Les GAFAM sont moins pondérés que dans un S&P 500 ou que dans un Nasdaq. Et ça, on peut avoir de la visibilité sur 10 ans, 20 ans. Donc en socle de portefeuille, c'est ce que je rajouterai. Ok, très clair. On va parler dans un instant, et on finira avec ça, du PEA. On a des questions sur le PEA, sur comment est-ce qu'on peut, quels actifs on peut mettre à l'intérieur. Et on nous demande d'ailleurs un ETF Inde, un exemple d'ETF Inde, si de 1, c'est possible de mettre ça dans le PEA. On va vous demander ça. Et ensuite, est-ce que vous pensez tout simplement d'avoir un ETF Inde dans la thématique des marchés émergents? On va écouter tout de suite un message de Thibaut, qui est un petit peu technique, mais dont pas mal de gens se posent cette question-là. On va l'écouter. Moi j'ai une question à Maury, salut à tous. C'est les banques éligibles. En fait, moi je suis assez appétant à investir sur des comptes titres, etc., notamment les ETF. Mais souvent, les comptes titres ou les PEA dans les différentes banques ne sont pas forcément éligibles à tout. Donc je trouve que quand on met en avant un produit financier, que ce soit un ETF ou un fonds souscriptible par un CTO, est-ce que c'est possible de mettre les banques compatibles en fait, qui offrent le produit? Donc, voilà, je sais pas si demain peut-être tu reçois des invités qui représentent peut-être 2 ou 3 maisons qui produisent des ETF. Si on peut avoir les banques dans lesquelles on peut souscrire à ces fameux ETF, Fortuneo, Boursorama, Mileis et autres. Merci beaucoup Amaury. Ça, c'est une de mes questions techniques. Merci beaucoup pour ta question, Thibaut. Oui, alors question un petit peu technique, on va y répondre, mais là très rapidement. En fait, c'est juste de se dire, quand on a quel raisonnement il faut avoir. Est-ce qu'il faut d'abord choisir sa banque ou sa banque en ligne et en fonction des produits qu'elle propose, ou alors regarder les produits qui nous intéressent nous et aller vers les banques qui les proposent. Je ne sais pas si ma question est claire. Ronnie? Alors non, je pense que c'est une mauvaise idée de regarder les produits que propose la banque et ensuite de la choisir, parce que ça, c'est variable, ça change. On appelle ça le référencement. Et donc en fait, il y a vraiment, c'est très simple, il y a 2 solutions. S'il veut avoir vraiment accès à tout, il va dans une banque classique, il demande à un conseiller bancaire de lui ouvrir un compte et il lui donne le code ISIN, tu sais, le fameux code avec lequel on passe les ordres. Et à ce moment-là, il peut lui acheter. Alors, il prendra peut-être des frais, c'est sûrement beaucoup plus cher que les plateformes qu'il cite, les Fortuneo, etc., et Boursorama. Mais là, il aura accès normalement à tout. Normalement, son conseiller bancaire est capable de passer l'ordre sur tout ce qu'il lui demande. Sinon, s'il veut faire tout seul, effectivement, il faut qu'il aille dans une de ces plateformes. En général, la liste est quand même énorme, mais il peut ne pas avoir accès à tout. Et à ce moment-là, il est soumis au référencement. Donc voilà, dernière possibilité, il passe par un mandat de gestion. Et à ce moment-là, c'est pas lui qui choisit les actifs, c'est le gestionnaire qui choisit les actifs, mais le gestionnaire, il a accès à tous les ETF.
Donc s'il va, pour récapituler très rapidement, il va dans une banque en ligne, il aura moins de frais, mais il sera contraint par le référencement. Il va dans une banque classique, il ne sera pas contraint par le référencement, mais il aura plus de frais. Ou il prend un mandat de gestion, c'est pas lui qui choisit, mais il aura accès à tout. Ok, très clair. Damien, je pense que tu as quelque chose à ajouter. Ça me paraît, Très complet. Ça me paraît bien complet. Bon, tout de suite, un autre Thibaut qui nous a envoyé une question sur le fameux ETF Inde pour le PEA. Salut Amaury, salut la martingale. Ma question est la suivante. Si je souhaite investir sur un ETF Inde, est-ce qu'il y en a qui sont éligibles au PEA et dans quelles conditions? Merci d'avance. Merci beaucoup Thibaut pour ta question. Déjà rapidement, Damien, qu'est-ce qu'on en pense d'un ETF Inde? Bonne idée. Ouais. Bonne idée. C'est un très beau marché avec des belles sociétés. Il faut regarder la composition quand même pour ne pas être surpris. C'est souvent le MSCI India qui est utilisé par les ETF pour traquer ce segment-là. Et on a donc une belle pondération de bancaires dans le portefeuille. Je crois que c'est aux alentours de 20% à peu près. Donc c'est assez significatif. Il y a également de la tech un petit peu, quelques sociétés tech bien connues, du pétrole. Voilà. Donc, après, ça reste assez bien diversifié. Je pense bonne idée dans une optique de long terme. C'est un marché régional qui avait très bien marché aussi boursièrement parlant en 2022-2023 déjà. Là, ça fait une petite pause. Donc peut-être des points d'entrée assez intéressants. Donc c'est éligible au PEA, l'ingénierie financière fait que par une méthode de swap. C'est assez fou ça quand même. Voilà, Ouais. on peut rendre éligible d'autres zones géographiques que l'Europe, qui je rappelle est normalement uniquement réservée au PEA. Donc pourquoi s'en priver? On peut très bien l'intégrer dans une optique de diversification. Si on a une approche cœur satellite, par exemple, on peut avoir en satellite, c'est-à-dire pondéré à 5, 10, 15% du portefeuille, une exposition Inde. Et là-dessus, tiré sur quel horizon de temps minimum? Comme tout investissement en action, faut Une être dizaine d'années? à 3-5 ans minimum. Ouais, ok. Voilà. Ok, Ronnie, ouais. Je confirme, bonne idée. L'Inde, pour le coup, le pays a une croissance qui est importante. Comme tu sais, les perspectives économiques sont toujours rejointes par le potentiel boursier, même si ça fluctue autour. Donc sur long terme, les perspectives économiques rejoignent toujours le potentiel boursier. La croissance du pays est très bonne. La croissance des entreprises sur long terme est très bonne. Donc voilà, on a vu, par exemple, avec le Amundi PEA, Inde, MSCI India, UCITS, ETF AC, attention, bien retenir, il pourrait effectivement avoir, modulo des frais de gestion qui sont plus élevés, comme disait Damien tout à l'heure, une exposition Inde au sein de son PEA. Ok, donc cet ETF-là, il est a priori recommandable, entre guillemets, et éligible au PEA, si on veut Exactement. s'exposer à Puis c'est Amundi, c'est la plus grosse maison européenne en gestion d'ETF. Alors effectivement, pour le coup, il fait 126 millions d'euros d'encours, donc c'est une belle taille d'ETF. En général, on préconise quand même de privilégier les ETF qui ont au moins 100 millions d'encours. Puisqu'en dessous, pour la il y a liquidité. liquidité. Et puis il y a des risques de fermeture aussi des ETF s'ils sont jugés moins commercialisables, ils n'ont pas rencontré leur marché. Et donc peut-être que du jour au lendemain, ils peuvent fermer et rebasculer sur autre chose, et absorber. Par contre, autre point de vigilance, alors c'est la performance, puisque cet ETF est en progression mauvaise cette année, puisqu'il fait moins 10% depuis le début de l'année. Et là, tu as deux manières de voir. Soit tu te dis, bon, ça peut être un point d'entrée, soit on ramasse pas un couteau qui tombe. Alors, le truc, c'est qu'on a un effet de change là-dessus, parce que le MSCI India est coté en dollars, et donc on a notre effet de change euro-dollar défavorable, puisque la performance du MSCI India en dollars, elle est de plus 5%. Donc on a notre effet pour les investisseurs européens qui est défavorable. Donc ça ne concerne pas forcément uniquement les actifs américains. Des segments de marché comme ça, libellés en dollars, sont aussi à prendre en compte sur le risque de change. Donc attention à ça, j'ai pas trouvé de part couverte pour le coup, donc on est un peu obligé de prendre le risque de change sur le PEA si on veut s'exposer à l'Inde. Et vous iriez maintenant dans une logique de long terme, ou alors par rapport à ça, vaut mieux attendre un peu? Enfin bon, après, c'est jamais le bon moment. Non, si on fait du DCA, je pense qu'on peut y aller dès à présent, parce que le MSCI Emerging Market a progressé d'à peu près 30% cette année. L'Inde, c'est à peu près 5% seulement. Donc c'est quand même un marché qui est plutôt en retrait, qui fait une pause, et peut-être qu'on aura un redémarrage dès l'année prochaine. Donc commencer à investir maintenant, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Ok, très clair. Dernière question d'auditeur de ce Halo la Martingale. Jayan, qui est avec nous, qui nous retrouve. Donc, on a déjà commencé à répondre un petit peu à ta question, parce que mine de rien, là, tu as déjà une idée d'ETF pour un marché émergent. Mais donne-nous ta question tout de suite. Bah écoutez, j'ai ouvert mon PEA il y a un mois.
Et j'aimerais justement savoir, selon vous, c'est quoi les meilleurs ETF à mettre à l'intérieur, sachant que je suis un jeune salarié, je viens toujours de rentrer dans le monde du travail. Et donc, quelle somme est-ce que je devrais mettre mensuellement sur chacun de ces ETF? J'ai commencé à mettre dans le MSCI World 50 € et le S&P 500 50 € par mois. Donc, voilà. J'aimerais savoir, selon vous, quelle est la meilleure stratégie? Et c'est quoi ton horizon d'investissement, Jayan? Je dirais 5-10 ans. Ok. Très clair. Messieurs. Merci. Alors bon, évidemment, il y a plein de marchés à mettre, voilà, et puis on n'aura forcément pas le temps de te donner tous les ETF pour tous les marchés, mais si tu veux, pour le S&P 500, puisque tu en as, moi j'ai trouvé très intéressant le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF, qui pour le coup a des encours assez élevés. C'est l'un de ceux chez BNP qui marche le mieux, hein, qui est assez connu sur le PEA. Il a un bid-ask assez resserré et une tracking error. Tu sais, c'est la volatilité par rapport à l'indice répliqué. Voir si ça suit bien l'indice. Ouais, Quoi. si ça suit fidèlement l'indice, la tracking error est assez faible. Donc en vérité, si jamais tu vas sur le S&P 500, tu nous as dit que tu y allais. Donc voilà, moi je trouve intéressant celui-là. Fais ta propre analyse, bien sûr. Non, mais super intéressant. voilà. Merci. Très clair. Damien, une autre idée? Ouais, sur la partie World, on a le iShares MSCI World PEA, qui est un ETF assez récent, pour le coup, alors qui est basé sur aussi une méthode de swap, et qui est assez peu chargé en frais également. J'ai plus en tête le montant exact, mais on est dans les standards, hein, maximum 20 bips, pour une belle réplication. Donc c'est BlackRock, c'est le plus gros gestionnaire d'ETF, on ne prend pas de risque là-dessus. Ok, Ronnie, je te renvoie la balle. Est-ce que tu as encore une autre idée là pour Jayan? C'est open bar. Allez. Écoute, oui, mais je te la garde peut-être. Pour après, pour les questions cash. Pour la question cash. Ok, très clair. Ouais. Moi, Jayan, t'attends les questions cash. J'attends. Est-ce que tu en as Je recommande une aussi dernière? peut-être, vu le contexte de marché, encore une fois, ça n'engage que moi, mais peut-être détenir un peu de liquidité dans le PEA. On n'est pas obligé d'investir tout de suite. Et les marchés ayant déjà bien progressé, je rappelle, dans le portefeuille du World et du S&P 500, le S&P 500 en 2023 c'est plus 24%, en 2024 c'est plus 23%. Tu rentrerais pas forcément maintenant? Voilà, je pense que c'est un peu cher. Et si on regarde les statistiques de correction des bear markets, il ne faut pas oublier qu'à peu près tous les 18-24 mois, on a des baisses de marché de l'ordre de 15, 20, 25%. Donc ça, il faut juste être patient. À un moment donné, ça va arriver. Et lorsque ça se présente, c'est là qu'on aura des bons points d'entrée pour commencer à investir de manière plus importante. Okay. Ouais, les gens oublient souvent qu'il y a des fonds monétaires ou des ETF monétaires qui sont éligibles au PEA. Donc, ils ne sont pas obligés d'y aller tout le temps all-in, comment dire, à fond les ballons, Ouais. avec les actions. Ok, d'accord, très clair. Donc là, pas forcément le S&P, en tout cas pas forcément tout de suite. Dans l'absolu, oui. Et s'il devait commencer là son DCA maintenant, à part l'Inde, il pourrait là aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? L'Inde, il peut continuer un peu sur l'Europe aussi, qui est pas donc le fameux stock 600. Voilà, par exemple, Ouais. qui n'est pas ultra richement valorisé, pourquoi pas. On peut faire même un petit peu de sectoriel aussi. Alors, c'est vrai qu'on aime bien diversifier quand on fait des secteurs, mais on a par exemple le secteur de la santé aujourd'hui qui est assez délaissé, que ce soit aux US, que ce soit en Europe. Sur la partie européenne, on peut acheter des ETF qui traquent ce secteur et on a des valorisations tout à fait acceptables aujourd'hui pour un secteur défensif, peu cyclique, avec des croissances régulières de 5-6% par an sur les chiffres d'affaires des sociétés qui le composent. Donc ça, pourquoi pas, on peut initier une petite ligne satellite dans le portefeuille. Ok, Trop bien. Merci beaucoup. Très clair. Je sais quoi faire. Merci pour Jayan. Juste avant, on va aller aux questions cash, mais juste avant les questions cash, je voulais, Damien, tu nous as dit, on l'a dit en introduction, que tu as écrit des golden rules, voilà, depuis 10 ans. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner, allez, à vous deux, en tout, donnez-nous 3 golden rules, les trucs à faire ou les trucs à absolument pas faire dans la gestion d'actifs. C'est vraiment des trucs qu'on a appris sur le tas, parce que chaque crise est un peu différente de la précédente, et donc on fait pas toujours tout bien, donc on fait des erreurs et puis on essaye d'apprendre. Une golden rules importante qui peut s'appliquer aussi bien à un portefeuille action qu'un portefeuille ETF, je dirais que il faut être à l'aise de tout temps avec son portefeuille, en permanence, avec sa composition, avec les pondérations qu'on alloue à chaque ligne.
Pourquoi ? Parce que les crises, on les voit pas toujours forcément venir. C'est souvent soudain. On peut avoir des chocs externes et des baisses de marché assez importantes et assez rapides et on n'a pas forcément le temps de réagir. Donc, il faut se dire en permanence, est-ce que je suis confortable avec mon portefeuille ? Est-ce que j'ai pas trop de telle ligne, pas assez de celle-là ? Qu'importe ce qui survient, je suis confort. Si ensuite on a une baisse de marché, on regardera qu'est-ce qu'on peut renforcer, qu'est-ce qu'on peut acheter, est-ce qu'on peut faire des arbitrages. Et ça, c'est vraiment une règle de base, je pense qu'il faut s'appliquer de tout temps. Voilà, pour pouvoir bien dormir, entre guillemets. Ronnie, je sais pas si tu en écris aussi des Golden Rules, mais est-ce que tu en auras une à nous donner Pour moi, la plus importante, c'est ne pas confondre perspective économique et potentiel boursier. Je te prends l'année 2022, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On a la guerre en Ukraine qui éclate en février-mars 2022. Et c'est une guerre où ça se joue aussi via les cyberattaques. Et donc les perspectives de la cybersécurité explosent à la hausse en termes économiques cette année-là. Et donc on se dit, voilà, on voit dans les journaux les attaques informatiques, on voit les hôpitaux qui sont attaqués, les agences de l'État, on voit les entreprises qui sont attaquées, etc. Et on se dit, ah ouais, ça doit super bien marcher. Cette thématique-là, en 2022, en bourse, la cybersécurité, elle fait moins 38. Pourquoi ? Parce que la hausse des taux, donc les conditions de marché, ne sont pas favorables à cette thématique. C'est une thématique, bien sûr, où il y a beaucoup de valeur tech, il y a un peu d'industrie aussi, mais évidemment, la hausse des taux n'est pas favorable. Et donc, il ne faut pas confondre, surtout quand on voit des trucs dans le journal, etc., il ne faut pas confondre les perspectives économiques pour n'importe quel marché que ce soit. Là, je te parle d'une thématique, mais ça peut être pour le Nasdaq, ça peut être pour le CAC 40. Voilà. Il ne faut pas confondre les perspectives économiques et le potentiel boursier. Sur long terme, ils se rejoignent, mais conjoncturellement, il faut regarder vraiment les conditions de marché, si elles sont favorables, pour savoir s'il y a du potentiel boursier dans une thématique, dans un secteur, dans un marché. Ok, écoute, hyper intéressant, très clair. Pour finir, avant les questions cash, il y avait une dernière Golden Rule. Voilà. Une dernière, qu'est-ce qu'on peut dire ? Toujours un petit peu dans les phases de correction, il ne faut pas se précipiter pour acheter quand ça baisse. Donc souvent, les marchés haussiers comme ça peuvent durer plusieurs trimestres, plusieurs années, et puis les phases de correction, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus abrupt. Et quelqu'un qui n'est pas investi peut ronger son frein pendant toute la phase de hausse et se dire j'ai raté, j'attends la première correction. Et puis ça commence à corriger, il se dit j'ai enfin mon point d'entrée, mais il va rentrer trop tôt. Et donc, derrière, ça peut encore continuer. C'est un peu l'adage, ne pas essayer de rattraper un couteau qui tombe. Exactement, exactement. Et c'est valable pour les titres actions, c'est valable pour les indices aussi. En 2020, crise Covid, les gros indices dévissent significativement. Et puis, à mesure que le marché baisse, tout le monde devient de plus en plus pessimiste. Et ça aussi, il faut raison garder. Il faut se forcer à se dire, plus ça baisse, plus l'opportunité devient intéressante. Et c'est pas l'inverse. Et on a souvent, dans ce biais psychologique, des gérants professionnels et des investisseurs particuliers qui peuvent se dire plus ça baisse et plus on a peur. Et donc, on va couper ses positions au pire moment et on va pas oser revenir. Donc, il faut vraiment garder ça en tête en se disant, on garde les valorisations. Plus ça baisse, plus c'est intéressant, plus j'ai des perspectives de rendement importantes à un horizon de temps de 12, 24, 36 mois derrière. Et alors, rationnellement, c'est impossible de trouver le point bas, à moins qu'on ait énormément de chance. Mais Ronnie, c'est quoi ton faisceau indice pour te dire, là, je pense qu'on peut revenir. Effectivement, comme disait Damien, t'as souvent, quand tu as une belle hausse comme ça, on dit souvent les marchés montent en escalier et descendent en ascenseur, mais t'as souvent ce qu'on appelle un bear trap, c'est-à-dire une petite baisse, et les gens vont se dire, ça y est, là, je peux rentrer. Ouais. Et en fait, derrière, t'as la baisse. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut analyser, pour moi, c'est le fondamental, c'est-à-dire les fameuses perspectives économiques dont je te parlais juste à l'instant, les valos. Ça, c'est important. Je mettrai les perspectives économiques coefficient 3, les valos coefficient 2 dans ton analyse, si tu veux. Et ensuite, tu as le momentum et tout ce qui est analyse technique. Alors ça, c'est pour ceux qui s'y connaissent vraiment beaucoup, mais il y a pas mal de matériel là-dessus quand même sur Internet ou autre. Attention à bien faire la part des choses aussi, mais les canaux, les drapeaux, les signes et les machins, voilà, ça serait peut-être coefficient 1. Et ça te dit effectivement si... alors c'est pas une science exacte, mais ça te dit quand même si c'est le point d'entrée ou si c'est juste le bear trap dont on parlait tout à l'heure. Alors, on remarque ça effectivement. Alors, nous, on fait plutôt de l'analyse fondamentale. On regarde les valorisations. Quand on a un price to book sur un indice qui revient à moins d'une fois, ça devient attractif. Mais on complète justement par cette
analyse technique et on oppose souvent le fondamental et le technique et en fait on se rend compte que sur l'analyse technique il y a des choses qui marchent très très bien, des gros niveaux de support, hein. On n'a pas besoin de faire des choses très pointues mais des gros niveaux de support, des résistances, des moyennes mobiles, des retracements de Fibonacci, ça suffit, et avec ça on peut déjà avoir des points d'entrée intéressants, les cibler. Et alors comment on rentre? Effectivement on peut pas, c'est rare de choper le point bas et de vendre au point haut. Le market timing, il faut avoir raison deux fois, il faut vendre en haut et il faut racheter en bas, donc c'est compliqué. Par contre on peut se fixer des paliers et se dire si l'indice descend à ce niveau-là, ça fait une baisse déjà de 15%, je vais peut-être rentrer une première tranche. S'il continue de baisser à moins 20, moins 25% depuis son point haut, je vais rentrer peut-être une deuxième tranche et une troisième tranche finale si ça continue encore. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir moyenner dans cette phase de baisse. Et si à un moment donné ça rebondit, on a commencé à rentrer et on aura tout loisir de renforcer une fois que la tendance de fond repart à la hausse. Ok, et ça sur des applis, vous pouvez le programmer. Il y a des choses où vous pouvez dire tiens, Bloomberg, 30%, etc. Ça peut faire des achats ou alors ce qu'on appelle les stop loss, pareil, pour éviter de trop perdre, etc. Tout à fait. Merci beaucoup. On va passer tout de suite aux questions cash pour finir. Première question cash, Ronnie. Ton investissement casino, c'est-à-dire c'est une somme d'argent qui est à toi, dont tu n'as pas besoin, c'est pas celle de tes clients, c'est pas un conseiller en investissement, mais là, si tu avais un coup un petit peu à faire, spéculatif, là, tirer dans quoi maintenant tout de suite? Alors moi, j'irais actuellement dans IonQ, qui est une société qui développe des ordinateurs quantiques à base d'ions piégés, rien que ça, hein. Ah ouais, Donc ouais. je t'avoue que je ne comprends pas la moitié du white paper du livre blanc, mais c'est un investissement casino, tu m'as dit. Ouais, on le précise. Donc c'est un potentiel ticket pour le futur. Si ça marche, évidemment, il y aura des implications dans l'IA, dans le cloud et aussi même dans la médecine, dans la biologie qui seront incroyables. Ça peut être le prochain Nvidia. Tu peux également tout perdre hein, parce que pour l'instant les résultats sont pas top, il y a beaucoup de pertes, il y a peu d'investissements. Par contre, voilà, c'est quand même la première société d'informatique quantique qui est cotée au Nasdaq. Et l'informatique quantique, ça peut être vraiment la révolution technologique. On a eu beaucoup de ruptures technologiques ces derniers temps, depuis 25 ans. Mais là, ça peut être la rupture technologique de demain qui prend la suite de l'IA, etc. Donc voilà, pour mon investissement casino, IonQ. Et très clair. Damien, ce serait quoi ton investissement casino là aujourd'hui? Ouais, alors je vais faire un peu moins exotique, un peu moins pointu. J'achèterais un titre, une société italienne que vous connaissez tous, qui s'appelle Ferrari. Et oui, Ferrari. C'est pris moins 15% à peu près. Moins 30%, moins même 30 depuis en plus. c'est plus haut. C'est ouais. plus haut de 2024, donc ça fait déjà une belle correction. Et dans cet environnement de marché où tout a à peu près bien progressé cette année, il faut regarder vraiment en stock picking sur quel titre on peut avoir des points d'entrée intéressants. C'est peut-être pas encore tout à fait fini, mais comme on le disait, le market timing, compliqué de saisir les points bas. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est un titre qui a eu des multiples de valorisation compressés aujourd'hui suite à cette baisse. L'exercice de communication de son capital market day a été raté la semaine dernière, ça expliquait ça, mais je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils vont finalement faire moins de véhicules électriques que ce qu'on pensait, et je pense que pour Ferrari, c'est clé. Donc il vaut mieux avoir du thermique quand on vend que 13 000 véhicules par an. Et c'est pour ça que les acheteurs sont là. Donc je pense que la valo devient plus intéressante. Ça paye quand même plus de 30 fois les profits, mais pour un titre comme Ferrari, ça reste de l'ultra luxe. Et j'aurais tendance à saisir ce point d'entrée parce qu'à mon avis, à horizon 2030, ils vont faire un peu mieux que ce qu'ils ont annoncé dernièrement. Ok, très clair. Deux belles idées. Deuxième question cash. Vous êtes sur une île déserte, vous êtes en train d'enterrer un coffre dans le sable que vous déterrez dans 10 ans, mais vous n'y avez pas accès entre-temps. Quels actifs vous mettez à l'intérieur, Ronnie? Alors, on était sur une émission sur les ETF, donc moi, je vais te parler d'un ETF cybersécurité. Hein. J'avais dit que je te le gardais pour la fin. On a hâte. Donc, c'est le iShares Digital Security. Pour ma part, je trouve que la cybersécurité, c'est devenu non plus une option, mais une nécessité vitale. Hein. Tu as les attaques informatiques qui explosent dans le monde, le phishing, le ransomware. Maintenant, la guerre, elle est aussi 2.0. On l'a vu avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, en fait, tu as énormément d'entreprises qui sont attaquées. Et ces entreprises, les stats, elles sont quand même assez éloquentes. Tu as 30% des entreprises qui ont été attaquées, qui ont dû supprimer des emplois à cause de ça.
Tu as le temps d'arrêt moyen d'une entreprise qui est de 21 jours après une attaque informatique. C'est énorme en termes de perte de chiffre d'affaires. Tu as plus d'une entreprise sur 2 qui a perdu du chiffre d'affaires à cause de ça. Et donc en fait on est désormais dans un monde qui est hyper digitalisé. Je pense que pour les 10 prochaines années, parce que c'est ta question, ça va pas changer. On a une explosion des clouds sécurisés, on a une explosion des infrastructures pour les IA qui nécessitent de la cybersécurité aujourd'hui, et donc pour moi c'est l'investissement coffre-fort idéal. Ok, GN il peut le mettre dans son PEA ça? Très bonne question. Ok, bon, on regardera si c'est éligible au PEA. Ceux que j'ai vus n'étaient pas éligibles au PEA. C'est pas impossible qu'il y en ait un qui est fait avec un swap, un provider qui est fait avec un swap quelque chose d'éligible au PEA, mais pour l'instant je dirais plutôt non. Ok, et ben on regardera. Damien, ton investissement à 10 ans? Alors, on est dans une émission ETF, on va rester sur les ETF. Et puis, on va choisir. Alors, il en faut qu'un pendant 10 ans. On va rester sur du généraliste. Donc, iShares, MSCI World, mais pas n'importe lequel. Tilté Momentum. Voilà. Attention, qu'est-ce que c'est? C'est du smart beta. Donc là, c'est un autre type d'ETF. Et donc, le MSCI qui gère cet ETF-là, cet indice, va prendre parmi les constituants du MSCI World toutes les sociétés qui ont un momentum positif sur 6 mois et 12 mois. Donc, ils ont une formule de calcul. Ce qui fait qu'on va avoir en permanence dans l'indice les meilleurs performeurs de l'indice MSCI World. Et ça va bouger en fonction des conditions de marché. Donc, par exemple, aujourd'hui, dans cet indice-là, on a plutôt de la finance qui a très bien marché ces derniers temps, qui est pondérée à 27% dans l'indice, alors que dans le MSCI World classique, c'est 16%. On a également de la tech à 22%, qui est un peu moins pondérée que la tech de MSCI World classique, qui est à 27%. Donc, il y a de l'arbitrage sectoriel qui se fait automatiquement dedans en fonction des performeurs. Donc, on va se concentrer sur ce qui continue de bien marcher les 6-12 derniers mois, parce que la conviction derrière ça, quantitativement, c'est que ça va continuer encore pour 6-12 mois. Et l'indice est rebalancé automatiquement. Donc, en termes de performance, c'est assez intéressant, parce que dans la durée, un World Momentum affiche une performance meilleure que le MSCI World classique. J'avais la stat, oui voilà, le MSCI World classique qui a progressé de 227% en total return sur les 10 dernières années. Je me suis mis sur l'horizon de temps requis. Le Momentum, lui, il a fait non pas 227, il a fait 278%. Donc c'est quand même significativement mieux. Et je pense qu'à horizon 10 ans, voilà, on peut se placer là-dessus, sous réserve évidemment que l'ETF continue d'exister sur un horizon de temps aussi long, évidemment. Ok, et bah écoutez, merci à tous les deux, c'était passionnant. On a plein d'idées pour faire ces courses. Évidemment, c'est pas des conseils en investissement, mais c'est des idées, voilà, pour vous aider à faire vos choix. Continuez à nous envoyer vos questions à fond. La semaine prochaine, on fera quelque chose de très généraliste sur la gestion de patrimoine global. Donc lâchez-vous, envoyez-nous toutes vos questions sur la hotline WhatsApp que j'ai citée en début d'émission et que vous retrouvez dans notre Linktree un petit peu partout. Merci beaucoup Ronnie Michali, donc CEO de Galilée Asset Management, et Damien Léda, donc directeur de la gestion chez Galilée Asset Management également. Merci d'avoir été avec nous tous les deux, d'avoir répondu à nos questions. Et puis quant à vous, continuez à nous les envoyer, mais surtout, prenez le contrôle de votre argent.